Je recommence, il est 10 h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Et un titre aujourd'hui à la une de l'actualité, le camp démocrate qui reconnaît la victoire de Donald Trump. Joe Biden a parlé transition avec celui qui va lui succéder en janvier. Kamala Harris a admis la défaite mais a appelé ses partisans à garder espoir. On l'écoute. Si je m'incline dans cette élection, je n'abandonnerai pas le combat qui a été le carburant de cette campagne. Le combat pour la liberté, pour les opportunités, pour la justice et la dignité de tous et tous. Un combat pour les idéaux au cœur de notre nation. Les idéaux qui reflètent ce qu'il y a de meilleur dans l'Amérique. Ça, c'est un combat que je n'abandonnerai jamais. Ce n'est pas la première fois qu'il va être président des États-Unis, mais depuis son départ chaotique début 2021, le monde a changé. En prenant les clés de la Maison-Blanche le 20 janvier prochain, Donald Trump deviendra le chef d'une puissance mondiale engagée indirectement sur plusieurs terrains de guerre en Ukraine, au Proche-Orient. Et avec une grande puissance vient une grande responsabilité. Quelle relation Donald Trump veut-il avoir avec les Européens, dont on se souvient des leçons sur les contributions à l'OTAN? Va-t-il rejouer la guerre commerciale engagée avec la Chine lors de son premier mandat? Et enfin, l'Afrique, ce continent monde, l'intéresse-t-il et si oui, comment? À quoi ressemble la planète vue par le 47e président élu des États-Unis, Trump, l'imprévisible démocratie? On en parle avec Nicolas Tencer, Bruno Darou, Stéphane Ballong, Christophe Dansette qui sera avec nous tout à l'heure et nos correspondants à Kiev, à Bruxelles, à Jérusalem et à Pékin. Le monde est grand, on a beaucoup de choses à se dire, on a 45 minutes, c'est parlons-en et c'est parti. Et bonjour Nicolas Tencer. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau, politologue, enseignant en Sciences Po, spécialiste des questions stratégiques et internationales, auteur de Notre guerre, le crime et l'oubli, pour une pensée stratégique, qui est sortie aux éditions de l'Observatoire. Bonjour Bruno Darou. Bonjour Pauline. Chroniqueur international ici à France 24. Bonjour Stéphane Ballong. Bonjour Pauline. Chef du service Afrique ici à France 24. Christophe Dansette sera avec nous tout à l'heure pour parler de la Chine. Je voudrais qu'on prenne tout de suite la direction de l'Ukraine. Retrouver à Kiev notre correspondant Gulliver Crac. Bonjour Gulliver, vous nous disiez à la veille de l'élection que les Ukrainiens finalement ne faisaient pas de grande différence entre l'option Trump et l'option Kamala Harris. Quel est le pouls? Quelles sont les réactions depuis hier et la victoire de Donald Trump? Si je peux décrire les réactions de manière un petit peu caricaturale, je dirais que pour la plupart des gens, cela aussi quelque part entre pas de panique et il aurait fallu paniquer de toute façon. Ce que les Ukrainiens craignaient vraiment il y a quelques mois, cette victoire de Trump, à mesure que l'élection approchait, commençait à devenir peut-être moins clairement la pire des options, sur fond d'insatisfaction grandissante avec l'administration de Joe Biden qui ne cessait de promettre d'être aux côtés de l'Ukraine autant qu'il faudrait, tout en refusant systématiquement les requêtes de Volodymyr Zelensky en termes d'équipement ou de permission. Et puis une certaine déception ou une certaine constatation de très graves problèmes au sein de l'armée et de l'exécutif ukrainien aussi. Donc la situation est extrêmement grave sur la ligne de front. Et peu d'Ukrainiens, je pense beaucoup d'Ukrainiens en tout cas, commençaient à penser que même si Kamala Harris avait gagné, la continuation de la politique de l'administration Biden n'aurait pas suffi. Alors avec Trump, on peut avoir des craintes d'un désengagement, on peut avoir des craintes qu'il permettra à Vladimir Poutine plus de choses que les démocrates auraient promis, mais il y a beaucoup de débats. Vraiment, le pays foisonne d'opinions très divergentes, mais là où j'ai l'impression que la plupart des gens sont d'accord, c'est que Donald Trump est imprévisible et que la réalité, c'est qu'on ne sait pas. Il y a une certaine impatience, je pense, chez les Ukrainiens de voir au moment de l'inauguration de Donald Trump si en fait il avait quelque chose en tête quand il a promis de mettre fin à cette guerre sous 24 heures.
Gulliver Krag depuis Kiev, merci beaucoup. Gulliver, Volodymyr Zelensky a été l'un des premiers à réagir à l'élection de Donald Trump, espérant qu'il serait celui qui permettrait une paix juste pour l'Ukraine. Nicolas Tenzer, les États-Unis, on le rappelle, c'est le premier soutien militaire à Kiev aujourd'hui, avec une aide jusqu'à 80 milliards de dollars. Et effectivement, pendant la campagne, Trump avait dit que s'il était élu, il terminerait cette guerre en Ukraine en 24 heures. Ça veut dire quoi? Alors, bien sûr, on peut craindre la présidence Trump, parce que finir la guerre en 24 heures, bon, d'abord, évidemment, c'est de la vantardise à la Trump, mais c'est totalement impossible. Ni 24 heures, ni 48 heures, ni une semaine, ni probablement même un mois. Mais surtout, ce qui est perçu à travers cela, c'est l'idée que Trump voudrait essayer de forcer l'Ukraine à se mettre autour de la table avec Poutine, qui d'ailleurs n'en a aucune envie, pour lui dire finalement, vous cédez des territoires, maintenant je vais faire la paix, et puis on va trouver un échange. Et dans cet échange, il y aurait notamment le fait que l'Ukraine ne deviendrait jamais membre de l'OTAN. Et on sait très bien que dans ce cas-là, Poutine, évidemment, d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans, reprendrait évidemment le chemin des combats. Et ça veut dire qu'il n'y aurait aucune garantie de sécurité pour l'Ukraine. Pour l'Europe, bien sûr, ce serait une catastrophe aussi, parce qu'on sait très bien que si Poutine n'est pas défait radicalement, totalement en Ukraine, il continuera en Europe en plus. Ensuite, alors, on voit très bien d'ailleurs, y compris avec le post de Zelensky sur le réseau X, que Zelensky essaye de changer tout cela. Il essaye de prendre Trump, en quelque sorte, à son propre jeu, en disant il y a peut-être quelque chose d'autre à faire. Vous pouvez vous montrer, vous, président des États-Unis, l'homme puissant par rapport à Poutine. Ne vous laissez pas faire par Poutine, montrez vos muscles. Bon, faut voir qu'il y a d'ailleurs une parenté entre Zelensky et Trump. Les deux sont d'une certaine manière populiste, entre guillemets. Enfin, si on prend le Zelensky de la campagne qu'il a conduit en 2019 à la présidence, il y a cela, les deux sont des acteurs, et il y a le fait, qui a été très bien rappelé par Gulliver Krag, vous savez, il y a un surnom que j'entends tout le temps quand je vais en Ukraine, sur Jake Sullivan, qui est en fait celui qui dirige la politique étrangère des États-Unis, parce que Biden est incapable en fait de le faire sérieusement. Il est le Conseiller national de sécurité, il est considéré comme l'homme le plus haï d'Ukraine après Poutine. Bruno Darroux, autant Donald Trump est allé assez peu dans le détail, autant son colistier J.D. Vance pendant la campagne avait évoqué au mois de septembre dans un podcast la création d'une zone démilitarisée le long de la ligne de front, c'est-à-dire effectivement laisser le contrôle à la Russie des territoires déjà conquis et le risque aussi, on le disait, donc, de devoir abandonner les espoirs d'adhésion de l'OTAN à l'Ukraine. C'est ça qui se joue ? En tout cas, il y a une volonté de la part des nouveaux dirigeants américains de faire en sorte que cette guerre se termine, parce que Donald Trump l'a dit, ça coûte beaucoup trop cher, et donc on ne peut pas continuer comme ça. Après, effectivement, toute la question, c'est de savoir, comment on peut faire, quels sont les leviers, effectivement, que peut actionner Donald Trump et son équipe sur à la fois Vladimir Poutine, mais aussi sur Volodymyr Zelensky. Alors, il y a plusieurs, effectivement, scénarios qui sont sur la table. Bon, c'est un peu difficile de décrypter, si vous voulez, des négociations qui n'ont pas encore commencé. Mais enfin, un des scénarios évoqués par J.D. Vance, effectivement, ce serait donc une zone démilitarisée. Donc, ça veut dire que les États-Unis sont prêts à accorder à la Russie le fait qu'elle conserve les territoires qu'elle a conquis en Ukraine, qui représentent pas loin quand même de 20% du territoire ukrainien, et qu'on entre un peu, si on comprend, peut-être pas dans une négociation qui amènerait à la paix, mais dans un scénario à la péninsule coréenne, c'est-à-dire une zone démilitarisée, pas vraiment d'accord, et on reste comme ça pendant des années, et ça permet aux Américains de se retirer et de faire beaucoup d'économies. L'autre option, effectivement, c'est de pousser Vladimir Poutine à entamer des négociations et de convaincre Volodymyr Zelensky de l'accepter. Mais là, on retombe toujours sur la question des préalables. C'est-à-dire que je pense que Vladimir Poutine, si Trump lui dit, j'ai discuté avec Zelensky, il est prêt à négocier en te laissant les 20% que tu as conquis, ce sera déjà un début, mais Poutine en veut peut-être plus, notamment par exemple la ville d'Odessa. Donc ça, ce sont les préalables russes, et côté ukrainien, officiellement en tout cas, on reste toujours sur la volonté de récupérer l'intégrité du territoire ukrainien. Si je peux me permettre, juste, c'est effectivement d'ailleurs en droit international impensable, parce que l'idée même qu'on ne respecte pas, les plus grandes puissances du monde ne respectent pas les frontières de 1991 internationalement reconnues, c'est complètement invraisemblable. Tant que vous avez aussi des territoires occupés par la Russie, ce qui est le cas de toutes les zones occupées, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire massacre, torture, exécution, viol en masse, des personnes qui sont là. Donc ça veut dire que les États-Unis
mais ça, Trump, je pense que ça ne le dérangerait pas, dit finalement, on donne à Poutine un pouvoir de massacrer. Oui, ça le dérange pas. Effectivement, je pense que Trump, ça le dérangerait pas. Bon, on peut citer aussi Israël qui occupe illégalement des territoires depuis 1967. On va revenir sur le Proche-Orient dans un instant. Et qui est parfaitement à l'aise du fait d'être dans l'illégalité, quoi. Un mot de Poutine, qui a été quand même l'un des rares grands dirigeants à ne pas réagir officiellement à les réactions de Donald Trump à Washington. Comment qualifier ce que Poutine attend de Trump? Il attend, il est... Je pense que d'abord, il ne veut pas trop montrer, je dirais, qu'il a des liens très anciens que l'on sait avec Trump. Ça a été très bien montré, notamment dans le documentaire d'Antoine Wittgen, dans le livre de Régis Janté également récemment. Le lien était établi dans beaucoup d'enquêtes. Donc, là aussi, Poutine ne veut peut-être pas trop dire, vous savez, c'est moi, je suis très heureux, c'est mon copain qui est là. Et que deuxièmement, il se dit, mais lui aussi, il se dit, mais Trump est quand même peut-être aussi imprévisible. Est-ce que demain, il va vraiment être l'allié? D'où le fait que le Kremlin ait dit, enfin par la voix de Peskov, donc le porte-parole, ait dit, mais finalement, on attend pour voir. Voilà, parce que aussi il peut y avoir un effet de surprise. Alors, moi, je suis plutôt pessimiste, donc j'y compte pas trop non plus, mais on peut quand même avoir cet effet de surprise là. Oui, Dimitri Peskov, il a même dit, nous n'allons pas mettre fin à la guerre du jour au lendemain. Donc le fait de régler tout ça en 24 heures, les Russes, déjà on voit le message, non ça va pas être possible, quoi. Alors il y en a qui attendent pour voir avec une forme d'inquiétude, ce sont les Européens qui se réunissent aujourd'hui. Évidemment, le lieu dit beaucoup de la situation à Budapest, en Hongrie. C'est la Hongrie de Viktor Orban qui a été, lui, il a voulu battre un record. Le premier dirigeant a félicité Donald Trump hier matin. On va vous retrouver à Bruxelles, Alix Le Bourdon, vous êtes notre correspondante dans la capitale européenne. Là, l'enjeu pour les Européens, clairement, qui ont déjà vécu un premier mandat de Donald Trump, c'est de se montrer unis face au 47e président élu des États-Unis. En effet, et les 27 vont discuter dès ce soir, vous l'avez dit, de cette élection de Donald Trump lors d'un dîner informel organisé à Budapest. L'hôte de cette réunion, le Premier ministre hongrois Viktor Orban, grand allié du futur président américain, a prévu de servir le champagne à ses homologues européens, mais la boisson pourrait avoir un goût amer pour certains dirigeants européens qui craignent en effet la perspective d'un nouveau mandat de Donald Trump à la Maison-Blanche, d'autant que Viktor Orban veut ce soir, lors de ce dîner, faire entendre son point de vue sur l'avenir de la relation transatlantique et sur le soutien à l'Ukraine, lui qui pourrait devenir un interlocuteur européen privilégié pour le futur président américain à partir de janvier. Vous l'avez dit, il a été le premier dirigeant européen à féliciter Donald Trump hier. Il a été suivi ensuite par la dirigeante italienne d'extrême droite, Giorgia Meloni, plus sobre dans ses mots, mais également rapide dans sa réaction. L'Italie et les États-Unis sont des nations sœurs, a-t-elle écrit. Alors on voit dans ce message que c'est la carte nationale qui est jouée plutôt que la carte européenne, et c'est ce danger qu'encourt l'Europe à l'aube d'un nouveau mandat de Donald Trump, celui de se fractionner, d'autant que le moteur franco-allemand, vous le savez, est à la peine, avec un président français affaibli et un chancelier allemand dont la coalition vient de rompre. Passé une journée compliquée, Olaf Scholz. Merci beaucoup, Alix Le Bourdon depuis Bruxelles. Nicolas Tencer, Trump a quand même dit qu'il connaissait le numéro des Européens et que ce numéro, c'était celui de Viktor Orban à Budapest. Ça dit beaucoup. Oui, bien sûr. De toute manière, il est parfaitement évident que Trump va essayer de jouer la division de l'Europe. Et je vais vous dire que les différentes nations européennes vont jouer finalement aussi ce rôle de la division. Parce on a entendu le président de la République française, Emmanuel Macron, on a entendu le Premier ministre, Michel Barnier, qui ont dit oui, il faut maintenant que tout le monde, que nous nous unissions, qu'on parle d'une seule voix, qu'on raisonne en européen, y compris d'ailleurs sur les achats d'armement, sur les investissements. Enfin, on a eu derrière aussi le rapport Draghi, qui disait oui, il faut quand même maintenant qu'on se muscle par rapport aussi bien aux États-Unis qu'à la Chine. Mais la réalité, malheureusement, ce n'est pas celle-là. Et là, chacun, on parlait de la réaction de Giorgia Meloni, mais je pense que chacun des Européens, et d'ailleurs les Allemands aussi, quelle que soit la personne qui va succéder à Scholz,
vont dire mais finalement nous on a plutôt intérêt à s'en sortir avec les États-Unis par un accord séparé pour que peut-être on soit moins atteint que le reste de l'Europe, par exemple, par les mesures protectionnistes que les États-Unis vont conduire. Certains vont dire, oh là là, la garantie de sécurité au sein de l'OTAN de Trump n'est pas si solide que ça, parce que, eh bien, nous, par exemple, Polonais, après tout, nous dépensons 4% du PIB pour notre défense, eh bien, nous, Polonais, nous allons montrer à Trump que nous sommes les bons élèves de l'Europe et avoir un statut privilégié. Est-ce que la France pourra le faire? Est-ce qu'elle voudra le faire? Non. En tout cas, ce n'est pas l'intérêt collectif que chacun des États raisonne comme ça. Mais c'est la réalité de la désunion de l'Europe. D'ailleurs, désunion profonde surtout, aujourd'hui. Oui, qui préexiste bien sûr à l'arrivée de Donald Trump. C'est pas Trump non plus qui a créé cette division. Non, mais il va bien sûr appuyer sur les failles. On se souvient bien sûr des leçons qu'il faisait aux Européens lors de son premier mandat, Bruno, disant « Vous ne contribuez pas assez à l'OTAN, j'en ai marre de payer pour vous ». Est-ce que les Européens vont devoir apprendre à se débrouiller tout seuls, si j'ose dire? Oui, alors il est même allé plus loin pendant la campagne, parce qu'il a dit si la Russie attaque un des pays de l'OTAN, si en gros le pays n'a pas payé ce qu'il fallait, donc voilà, il se débrouille et moi je déclencherai pas l'article 5 de l'OTAN et j'irai pas le protéger. Donc en fait il est allé assez loin, donc il va à nouveau effectivement brandir cette menace parce que pour Donald Trump, mais là on est, alors ce sera peut-être un peu plus avec Donald Trump, mais tous les présidents américains quand même préfèrent que les Européens soient désunis que très unis face à eux. Mais avec Trump, qui en plus a une diplomatie transactionnelle, on va dire, et qui préfère les accords en bilatéral, donc il va chercher à effectivement établir des liens avec tel pays, tout ça pour mieux diviser l'Europe, sans parler, mais on en parlera je pense avec Christophe, des mesures effectivement protectionnistes, des droits de douane qu'il veut instaurer sur les produits européens qui vont vers les États-Unis. Alors après, je serais peut-être un peu moins pessimiste que Nicolas Tanzer sur le fait de dire que les Européens forcément resteront désunis. Moi, je pense qu'il y a un peu les deux en fait chez les Européens, c'est-à-dire que les intérêts des nations, certes, priment toujours, mais par moment, quand il y a, c'est un peu, vous savez, un peu darwinien, c'est-à-dire quand il y a une menace, tout d'un coup, on réagit. Peut-être que, paradoxalement, l'élection de Trump va leur permettre de se montrer plus unis sur certains dossiers, au moins. Ils l'ont fait pendant la période du Covid, avec la dette commune qu'on pensait impensable, par exemple. Sur l'Ukraine, du moins au début, finalement, contrairement à ce qu'escomptait Vladimir Poutine, les Européens ont plutôt réagi en restant unis. On verra si face à la menace un peu protéiforme présentée par Donald Trump, ils arriveront à être unis parce qu'il faut dire quand même, et ça c'est une leçon que les Européens savent, mais il faut qu'ils en tirent les conséquences, c'est que, et ça remonte à avant Trump, pour les Américains, ça fait quand même une quinzaine d'années, le lien transatlantique n'est absolument plus essentiel. Je voudrais qu'on passe à une autre région du monde, car le temps file et le monde est vaste. Avec vous, Stéphane Ballong, qu'on parle bien sûr de l'Afrique dans son immense diversité. D'abord, quel souvenir les Africains gardent-ils de Donald Trump, premier acte? On retient en Afrique, si vous voulez, Pauline, surtout le fait que Donald Trump avait montré très peu d'intérêt, sinon du mépris vis-à-vis de l'Afrique. Il a eu des propos, même quand il a essayé de se rattraper, très condescendants, très paternalistes en présence de ses pairs africains. Voire injurieux. Exactement, on se souvient de ce propos fort aimable quand il a qualifié Haïti et les pays africains de trous à merde, pour prendre la traduction littérale de l'expression anglaise. On se souvient aussi qu'il n'avait pas reçu, il n'avait pas daigné consacrer du temps à recevoir le président Félix Tshisekedi lorsque celui-ci s'était rendu à Washington. Et donc, il y a ce souvenir-là de Donald Trump qui ne connaît pas l'Afrique et qui ne s'intéresse pas à l'Afrique. Mais on ne peut pas résumer, si vous voulez, le mandat de Trump à cela. Parce qu'il a, au fil de son mandat, tenté de se rattraper. Il a organisé des dîners, il a rencontré des chefs d'État. Mais il a même lancé une initiative qu'il a appelée Prosper Africa, dans le but, là aussi, de renouer d'une certaine manière sur le plan commercial, avec une logique, on l'a dit tout à l'heure, toujours transactionnelle, relations bilatérales. Il a à ce titre reçu le président du Nigeria
Muhammadu Buhari à l'époque à Washington. Derrière, il y avait des contrats de vente d'armes au Nigeria pour lutter contre Boko Haram. C'est l'image qu'on voit là. Exactement. Il a reçu également le président kenyan Uhuru Kenyatta. Je crois que c'était vers la fin de son mandat en 2020. Mais là aussi, il y avait dans les tuyaux des négociations d'accords commerciaux. Donc une logique toujours bilatérale et transactionnelle. Si je peux ajouter quelque chose qui a marqué le premier mandat de Donald Trump, c'est aussi, il faut se rappeler que c'est le président américain qui a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Et là aussi, toujours cette logique transactionnelle. On sait que OCP, la grande entreprise marocaine d'engrais, son grand marché, c'est les États-Unis. L'agriculture aux États-Unis, c'est un secteur clé. Donc voilà, en quelques mots, ce qu'on peut dire du premier mandat de Donald Trump. Donc, pas de bons souvenirs. Le mépris, l'injure. Et le business avant toute chose. Et le business avant tout. Et là, rapidement, dans ce second mandat, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Est-ce qu'il l'a évoqué? Qu'est-ce qu'il a promis? Il n'en a pas parlé pendant la campagne. Kamala Harris non plus, je n'en suis pas sûr. Ce qui est assez sidérant. Oui, tout cela peut vous dire que les Africains, finalement, n'attendent rien, sinon pas grand-chose de l'administration Trump. Il est évident pour tout le monde, j'en ai parlé à plusieurs hier, que ce qui va primer, que ce soit les démocrates ou les républicains, ce sont d'abord les intérêts américains. Ceci dit, il y aura peut-être des changements, des variations de forme. On peut penser que sur des questions de société, sur lesquelles on connaît très bien les positions de Donald Trump, le soutien américain, notamment financier, pour des causes comme la défense des droits humains, la défense des minorités, l'écologie, tout ça, on peut penser que ce soutien va être réduit, sinon supprimé. Cela dit, il y a deux choses sur lesquelles il y a, j'allais dire, une attention particulière, c'est sur le plan politique. Il y a cette loi qu'on appelle l'AGOA, la loi américaine sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique, qui arrive à échéance en 2025, septembre 2025 précisément. Que va faire Donald Trump de cette loi, sachant que c'est une loi qui permet aux pays africains d'exporter librement, sans droit de douane, quelques 6800 produits sur le marché africain. Quand on connaît la logique de Donald Trump, qui n'est pas, on sait l'amour qu'il porte pour le multilatéralisme, qui n'est pas du tout dans cette logique-là, qui est surtout, on ne le dira jamais assez, bilatérale et transactionnelle, on peut imaginer que cette loi, il peut faire table rase et partir dans une autre logique. On peut aussi s'interroger sur le plan annoncé par Joe Biden en 2022, qui prévoyait 55 milliards d'investissements en Afrique sur 3 ans. En 2023, le département d'État américain disait que cette enveloppe a été exécutée à hauteur de 40%. Qu'est-ce qu'il va devenir du reste? C'est des questions sur lesquelles on s'interroge. Et puis, je fais court, en fait, ce qu'on sait et ce qu'on peut dire, c'est que Donald Trump a une obsession, c'est sa rivalité avec la Chine. Et s'il devait faire quelque chose en Afrique, ce serait sur ce terrain-là. Et en cela, des pays riches en minerais critiques comme la RDC, l'Angola, la Zambie, pourraient être des pays qui attirerait quelque part son attention. Merci beaucoup Stéphane. Nicolas Spencer, c'était tout à fait complet sur ce qui vient d'être dit. Je pense que Stéphane a remarquablement effectivement résumé tout cela. Mais effectivement, moi j'allais insister sur le dernier aspect, c'est-à-dire le volet chinois. C'est-à-dire que, et qui vaut également d'ailleurs dans la relation que Trump va avoir avec la Russie et aussi avec une partie des pays du Moyen-Orient, voire d'Amérique latine. C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura une volonté de Trump de contrer sérieusement la Chine, notamment sur le terrain économique. Parce que c'est vrai que sur le terrain des droits de l'homme, sur tout ce que Pékin fait, que ce soit le génocide contre les Ouïghours, la répression à Hong Kong, au Tibet, même le danger pour Taïwan, je pense que c'est absolument pas son sujet. Mais en revanche, quand on peut contrer effectivement les investissements chinois en Afrique, quand on peut contrer la présence chinoise en Amérique latine, l'influence croissante de la Chine aussi au Moyen-Orient, eh bien là, il y a peut-être un terrain sur lequel il devrait être actif. Make business great again. Le Moyen-Orient, justement, on va y aller plutôt le Proche-Orient. On va vous retrouver Stéphane Amara à Jérusalem. Bien sûr, on l'a dit, Donald Trump arrivera au pouvoir alors qu'Israël mène cette guerre multifront à la fois à Gaza et au Liban. Benjamin Netanyahou, on l'a dit, a eu le président américain au téléphone hier. Qu'est-ce que le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche signifie pour le dirigeant israélien ?
Alors, ce qu'espèrent les dirigeants israéliens, c'est que le deuxième mandat de Donald Trump soit comme le premier, c'est-à-dire extrêmement favorable à Israël. J'ai quitté Jérusalem, je me trouve sur le plateau du Golan, à la frontière donc entre Israël et la Syrie d'un côté, Israël et le Liban de l'autre. C'est un territoire qui a été annexé par Israël après la guerre des 6 jours en 1967. Et lors de son premier mandat, Donald Trump a reconnu la souveraineté d'Israël sur ce territoire annexé. C'était une immense victoire diplomatique pour Israël. Un tout petit peu après, il avait reconnu la souveraineté d'Israël sur tout Jérusalem et Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Donc ce qu'espèrent les Israéliens, c'est que cette attitude extrêmement favorable à Israël, qui est d'ailleurs dictée en partie par les groupes de pression évangéliques pro-sionistes aux États-Unis, qui sont extrêmement puissants dans l'entourage de Donald Trump, Israël espère que cette politique se poursuivra effectivement pour continuer cette guerre à Gaza contre le Hamas, cette guerre au sud Liban contre le Hezbollah et surtout, c'est le dossier le plus important de Benyamin Netanyahou désormais, cette guerre qui se profile contre l'Iran qui a déjà commencé à bien des égards. Mais ce que voudraient les Israéliens, c'est que Donald Trump les accompagne dans une opération militaire contre l'Iran pour empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. Cela pourrait se traduire par des attaques aériennes notamment sur les sites nucléaires iraniens. C'est la grande ambition de Benyamin Netanyahou et d'ailleurs ce sujet a été évoqué lors de la conversation que vous mentionniez entre Benyamin Netanyahou et Donald Trump. Stéphane Amar sur le plateau du Golan. Merci beaucoup Stéphane. Effectivement, l'Iran, Bruno, dont on rappelle d'ailleurs que Donald Trump est celui qui a fait sortir son pays de l'accord sur le nucléaire iranien. Netanyahou et Trump ont cet ennemi commun qu'est l'Iran. On sait que l'unique levier que Joe Biden a pu actionner sur l'administration Biden, c'est précisément l'Iran. Le ciblage qui a été fait israélien sur l'Iran. Mais là, Trump pourrait dire aux Israéliens allez-y, quoi. Oui, alors là c'est un peu plus compliqué parce que c'est un peu les contradictions de Donald Trump. Il est à la fois effectivement très proche de l'actuelle coalition gouvernementale au pouvoir en Israël. Et il y a effectivement, comme ça a été très justement rappelé, le rôle des chrétiens évangéliques qui sont très très pro-sionistes d'une part, mais d'autre part, Donald Trump c'est pas un belliciste je suis pas du tout persuadé qu'il va laisser carte blanche à Israël pour qu'elle aille frapper les installations nucléaires en Iran et ni non plus les installations pétrolières parce que ça, il réagit là en businessman, ça aurait des incidences sur le marché du pétrole et donc par ricochet, ça peut être très mauvais aussi pour le marché américain. Peut-être autorisera-t-il, un peu comme avait fait Biden, Israël à frapper des intérêts militaires. Parce que, Stéphane Amar l'évoquait, si c'est une opération de grande envergure d'Israël, si Trump donne carte blanche, les Israéliens là ont besoin du soutien très concret et de manière logistique de la part des États-Unis, notamment en cas d'attaque aérienne. Les Israéliens ont besoin des avions de ravitaillement américains pour dire les choses très concrètement. Et donc, je ne suis pas sûr que dans ce cas-là, Donald Trump donne son feu vert. On verra bien, mais il est aussi quand même, Donald Trump, rappelons-le, très pragmatique et il ne veut pas que ça mette un peu, passez-moi l'expression, le foutoir sur les marchés économiques. Nicolas Tencer, je vais vous demander votre réaction dans 2 minutes juste après la pause. À tout de suite. – 10h30 ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue si vous nous rejoignez dans Parlons-en, une émission consacrée aujourd'hui à cette question. Donald Trump de retour et avec lui le retour de l'imprévisible diplomatie. On en parle avec vous, Nicolas Tencer. Bonjour. Merci encore d'être là, spécialiste des questions stratégiques et internationales, auteur de Notre guerre, le crime et l'oubli. Pour une pensée stratégique, on est aussi avec Bruno Darou, chroniqueur international ici à France 24. Bonjour Bruno. Bonjour Pauline. Christophe Dansette nous a rejoint. Bonjour Christophe. On parlera de la Chine dans un instant, mais je voudrais qu'on continue à évoquer le Proche-Orient dont on parlait juste avant la pause. Il faut dire quand même, Nicolas Tencer, que ni pour Kamala Harris ni pour Donald Trump, il n'a été question pendant la campagne à une seule seconde de remettre en question l'engagement, le
véritable soutien américain à Israël dans sa guerre multifront. Là-dessus, il y a quand même une continuité. Il y a une continuité absolue. Ça fait partie des fondamentaux des États-Unis. De toute manière, l'électorat, autant républicain que démocrate, ne l'accepterait absolument pas. Ça, il faut être tout à fait clair là-dessus. Même si vous avez plutôt du côté démocrate, parfois, des manifestations de soutien au peuple palestinien, notamment à la suite de ce qui s'est passé à Gaza. Là où il y a une différence quand même fondamentale, c'est que sur le plan idéologique, vous avez une affinité entre Trump et Netanyahou. Ils font même partie du courant de droite extrême, disons-le. L'absence d'intérêt sur les questions de droits de l'homme, de droit international, de justice, etc. Pour autant, moi, je ne suis pas du tout certain non plus que Trump voudrait détruire complètement l'Iran. Trump aimerait sans doute bien mettre l'Iran au pas, le discipliner, empêcher bien sûr que l'Iran ait la bombe atomique, et d'une certaine manière aussi pour des raisons économiques, s'il y avait une possibilité un jour de négocier avec l'Iran ou de reprendre une voie commerciale, il serait tout à fait d'accord. Mais il ne veut pas nécessairement le mettre complètement à feu et à sang. Il y a aussi un deuxième aspect, mais qui fait partie des contradictions potentielles de Trump. On connaît sa proximité sur un autre plan avec Poutine. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que l'Iran est quand même l'un des alliés fondamentaux de Poutine dans cette zone. Et puis, bien sûr, l'Iran aide, on le sait, la Russie à frapper l'Ukraine en lui livrant notamment les drones Shahed. Donc, comment est-ce que Trump va, pour autant qu'il ait cette cohérence en tête, ce qui est encore à démontrer, essayer de combiner ces différentes approches avec la Russie, avec l'Iran, avec aussi la Corée du Nord, d'ailleurs, parce que tout ça, ça fait partie du même axe finalement révisionniste, et avec la Chine. Sur les fronts à Gaza et au sud Liban, Bruno, est-ce qu'il faut s'attendre, ou plutôt a priori on ne s'attend pas à ce que Donald Trump mette la pression au gouvernement Netanyahou pour que la guerre s'arrête? Non, je pense qu'on peut pas s'attendre à ça. L'aide militaire... Il n'a jamais évoqué même le cessez-le-feu pendant la campagne. L'aide militaire va se poursuivre avec moins de complexes que l'administration Biden, parce qu'effectivement, à l'intérieur du Parti démocrate, il y avait quand même des divisions sur le côté un peu indéfectible du soutien à Israël. Il y a l'aile, notamment chez les plus jeunes et les plus radicaux, qui soutenaient la cause palestinienne. Là, Donald Trump, lui, il n'aura pas ce genre de problème, notamment avec... Tu peux mettre la seule limite, ça va être financière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas quand même que ça coûte trop cher. Voilà, c'est toujours ça. Je pense que c'est ça. Toujours ça avec Donald Trump. Il y a toujours la politique du portefeuille. Donc l'aide, elle restera sans doute au niveau où elle est, qui est quand même déjà non négligeable. Mais il ne faut pas que ça lui coûte trop cher. Sinon, je pense qu'il laissera faire Benyamin Netanyahou, à l'exception effectivement de ce que voudrait faire peut-être Benyamin Netanyahou s'il veut le faire vis-à-vis de l'Iran. Donald Trump, encore une fois, il ne veut pas que ce soit trop désordonné sur les marchés. Alors en même temps, il est assez imprévisible. On se souvient qu'il avait permis finalement l'assassinat d'un des hauts responsables iraniens, Soleimani, pendant son premier mandat. Est-ce qu'il irait jusqu'à souhaiter une chute du régime des mollahs? Personne ne peut le dire. On parlait de business à l'instant. Israël confirme l'achat de 25 avions de chasse F-15 à Boeing. On parlait de business, on en est là. Un mot quand même du limogeage de Yoav Gallant en pleine nuit américaine. Est-ce qu'il faut y voir, c'est pas un hasard du calendrier? Je pense que c'est plutôt un hasard du calendrier, à mon sens, malgré tout, parce qu'on connaissait quand même les relations exécrables entre les deux hommes, les divergences fondamentales. Donc, tout le monde pensait que ça allait arriver, Mais peut-être que Benyamin Netanyahou s'est dit, parce que, oui, les relations étaient exécrables entre Yoav Gallant et Benyamin Netanyahou, mais les relations étaient plutôt bonnes entre Yoav Gallant et l'administration Biden. Donc peut-être que Netanyahou s'est dit, je vais me débarrasser de lui, Trump et ses équipes n'auront rien à y redire. Encore un mot sur le Proche-Orient. On sait, Anthony Blinken, le patron de la diplomatie américaine, alors sans succès jusqu'ici, on ne peut pas dire qu'il n'ait pas essayé de trouver une solution. Qui sera à sa place dans l'administration Trump? Pas sûr que ce soit quelqu'un qui tente désespérément d'obtenir un cessez-le-feu. Pour l'instant, ça reste un mystère. Ce que l'on sait quand même, c'est que ce ne sera vraisemblablement pas, à moins qu'on ait un retour de Mike Pompeo, qui est le seul de l'administration Trump ancienne qui soit resté, qui n'ait pas pris ses distances, mais vraiment le seul. Parce que tous les autres ont dit non, surtout votez pas Trump, à qui voulait l'entendre, bien sûr.
Est-ce que ce sera lui? Est-ce que ce sera un autre? Ce ne sera certainement pas quelqu'un qui sera un républicain classique ou un diplomate classique, ça on le sait en tout cas. Oui, il va s'entourer de Trumpistes. Voilà, ce ne sera pas 2006, 2016. Pardon. 2016. On va continuer à se déplacer sur la carte du monde et aller dans une autre région extrêmement importante pour les États-Unis, c'est l'Asie-Pacifique et la Chine. Notamment, on va retrouver Yenali à Pékin. Bonjour Yena, le président chinois Xi Jinping était déjà au pouvoir lors du premier mandat de Donald Trump. Qu'attend-on à Pékin de cet acte 2 à Washington? Potentiellement encore plus de tarifs douaniers, Pauline. Trump avait promis de mettre en place au moins 60% de taxes sur toutes les importations en provenance de la Chine. La banque suisse UBS estime que cela pourrait diviser par 2 la croissance chinoise. Une politique qui aurait donc des conséquences importantes sur une économie qui est en perte de vitesse. Il faut vraiment souligner que si ça arrive, ça ne serait pas comme la première fois. Trump avait déclenché la guerre commerciale en 2018. Bien avant la crise immobilière ici en Chine. Donc pour les dirigeants ici, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche n'arrive pas à un bon moment. Cela dit, Trump Acte 2 n'est pas qu'une mauvaise nouvelle pour les dirigeants chinois. Sa politique de l'Amérique d'abord, sa fascination pour les leaders autoritaires, son amitié avec Elon Musk et le fait qu'il divise autant le peuple américain, tout cela serait plutôt favorable pour Pékin. Nali depuis Pékin, ce magnifique panorama de Pékin dans la nuit. Merci beaucoup Yena et on vous salue. Je vous resalue à nouveau Christophe Dansette. Bonjour Christophe, l'arrivée de Donald Trump pour une économie chinoise que l'on sait mal en point, c'est quand même pas gage d'un avenir radieux. Yena le soulignait, c'est la crise immobilière qui est passée par là, c'est la croissance qui a beaucoup ralenti depuis 2016, donc ça arrive dans un contexte tout à fait différent, mais je dirais quand même que ces droits de douane, cette menace de droits de douane, 60% c'est important, mais c'est presque pas nouveau dans cette politique de Donald Trump qui avait, Yena l'a souligné, avait lancé cette guerre commerciale en 2018 en imposant des droits de douane, et l'administration Biden avait poursuivi cette guerre commerciale en imposant même dernièrement des droits de douane de 100% sur les voitures électriques, donc en provenance de Chine. Donc on est là face à quelque chose qui n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'ampleur du phénomène de ces nouvelles taxes que veut imposer Donald Trump dans sa politique, parce qu'il veut financer l'ensemble de ces réductions d'impôts pour les revenus des Américains, pour les sociétés américaines aussi, par des droits de douane. Il aimerait bien, idéalement même, supprimer l'impôt des revenus. Alors il n'y arrivera pas, mais c'est un impôt qui est assez nouveau. Il date de 1913 seulement. Avant, il n'y avait pas d'impôt sur le revenu. Idéalement, il aimerait bien supprimer ça, remplacer ça par des droits de douane, tout simplement. Là, ce qui est nouveau, c'est donc l'ampleur. Entre 2018 et aujourd'hui sur la Chine, l'ensemble des droits de douane, ça représente des produits 380 milliards de dollars de produits taxés. Aujourd'hui, ce qui se propose, c'est de taxer 3800 milliards de dollars de produits qui entreraient en Chine, pas simplement des produits chinois, mais aussi des produits mexicains, des produits européens surtout. Et c'est ça la grande nouveauté. Oui, parce qu'il ne veut pas se limiter, à l'Asie. Il ne veut pas se limiter à l'Asie et l'inquiétude, elle est ici en Europe. Aujourd'hui, c'est la guerre commerciale qui toucherait l'Europe, qui pourrait imposer des droits de douane de 10 à 20% sur, par exemple, parce que c'est ceux qui seraient le plus touchés, l'automobile allemand, les machines à outils allemands, donc toute l'industrie allemande, au moment même où l'Allemagne traverse une crise économique très importante, avec probablement une récession encore cette année, une crise politique en vue, ce qui vient s'ajouter à cela en Allemagne en ce moment même, depuis hier soir, avec l'effondrement de cette coalition fébrile. Et du coup, au niveau européen, oui, ça risque de se payer cher, avec certains secteurs qui seraient touchés. La France pourrait échapper à des droits de douane sur son aéronautique, sur Airbus, mais en revanche, par exemple, les vins ou les spiritueux pourraient être touchés. Et donc l'Allemagne, pour l'Allemagne, vraiment, ça s'apparente presque à une catastrophe.
Merci beaucoup Christophe. Pour revenir sur l'Asie, je voudrais qu'on évoque, il nous reste quelques minutes, Taïwan. C'est un sujet important pour les Chinois. Les États-Unis sont l'allié principal de Taïwan. Jusqu'ici, en tout cas, l'administration Biden a garanti la sécurité de Taïwan face aux ambitions territoriales de la Chine. On disait Trump que c'était un pragmatique. Est-ce que là, il irait jusqu'à continuer ce soutien? Écoutez, on peut vraiment se poser la question, mais on pouvait se poser la question aussi avec Biden, soyons clairs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, Trump, je veux dire, la question des libertés, la question de la démocratie, la défense des pays, du droit des peuples, vraiment, ce n'est pas dans son ADN, ce n'est pas non plus la doctrine de J.D. Vance, qui sera sans doute appelé à jouer un rôle majeur en politique étrangère, enfin, en tout cas, on peut le penser. Donc ça, il s'en moque complètement. S'il considère, en revanche, que dans le cadre d'une bataille d'ego, il faut à un certain moment s'imposer face à la Chine parce que ce sera un signal de force qui sera donné, il le fera. Mais encore une fois, je pense qu'il faut bien voir la continuité extraordinaire de Trump sur cette question-là, parce que moi quand je discutais parfois avec des Taïwanais ou avec d'ailleurs des Sud-Coréens ou des Japonais, ils me disaient enfin Biden n'est pas très sûr non plus. Sur l'OTAN, on en a un peu parlé tout à l'heure. Vous savez concrètement, si l'Estonie est attaquée demain, est-ce que les États-Unis enverront des troupes au sol? La question se pose avec Trump, mais elle se posait aussi, soyons parfaitement clairs, avec Biden. Et d'ailleurs, même sur la politique commerciale qui a été évoquée, Biden a commencé déjà. C'est-à-dire que ce n'était pas des droits de douane aussi importants, mais que ce soit l'IRA, enfin IRA, donc Inflation Act. Voilà, l'Europe n'a pas été capable de répondre sérieusement, que ce soit avec le Buy American Act, donc aussi un acte d'une préférence aux industries américaines, on n'a pas du tout une capacité de réponse, que ce soit avec le Microchips Act, c'est-à-dire là que sur les technologies, on n'a pas été capable de répondre parce que l'Europe est beaucoup trop faible par rapport à cela et pas capable, on revient à cela, n'est pas capable de s'unir. Mais encore une fois, vous avez cette continuité, sauf que Biden était un peu plus poli. Trump est un tout petit peu plus grossier. Oui, et puis sur Taïwan aussi, là où il est un peu plus grossier, je ne sais pas, ou un peu plus cash, on va dire, c'est qu'il a déjà critiqué Taïwan sur les semi-conducteurs. Toujours pareil, Trump, et Vance il faut que maintenant ils mettent aussi, qu'ils payent. Voilà, qu'ils payent aussi. Donc il y a toujours l'orientation business qui est toujours là, à la différence effectivement d'un Biden qui avait fait quand même de la défense de la démocratie dans le monde l'un de ses axes majeurs. Là, avec Trump, on n'est pas du tout là-dedans. Et vous évoquiez Taïwan, et vous évoquiez Elon Musk qui va être un proche conseiller de peut-être même partie intégrante du gouvernement de Trump, qui a critiqué à Taïwan, qui avait dit il y a un an, il me semble, que Taïwan était partie intégrante de la Chine. Ça lui avait été beaucoup reproché, mais voilà l'entourage de Donald Trump aujourd'hui. Elon Musk, qui au passage a fait une belle opération financière, ce sera le sujet d'une de nos émissions la semaine prochaine. Si on essaie de résumer tout ce qui a été dit, et si je rebondis sur ce que vous venez de dire, Nicolas Tencer, le monde n'est pas plus à la croisée des chemins aujourd'hui avec la réélection de Donald Trump qu'il ne l'était il y a 3 jours. Il l'est un peu plus, mais il n'est pas fondamentalement. Quand vous regardez encore une fois la faiblesse de l'administration de Biden sur l'Ukraine, le fait qu'on ne soit pas allé jusqu'au bout, alors que les États-Unis auraient pu défaire la Russie en Ukraine. Je veux dire, on aurait pu mettre fin à cette guerre. Et d'ailleurs, Biden serait apparu comme le père de la victoire. Et je pense que ça aurait même changé sa perception dans l'électorat américain. Mais voilà, et ça a été une catastrophe. La crédibilité, on l'évoquait, de l'OTAN, des garanties de sécurité américaines. Je veux dire, aujourd'hui, nous nous retrouvons seuls. Trump accentue, mais ne change pas radicalement. Oui, du coup, c'est un peu le moment de vérité pour les Européens. Est-ce qu'ils arriveront à le saisir? Ça, c'est oui ou non. Alors après, avec l'ordre du monde global, oui, ça a créé un peu plus d'instabilité, avec quand même le fait que Trump, il y a le pragmatisme et les effets de surprise. Et donc ça peut créer des mauvaises, mais aussi parfois des bonnes surprises, parce qu'il veut aussi toujours être celui qui fait quelque chose qu'on pensait impensable, irréalisable, etc. Lui, il va le faire. Dans son premier mandat, il a essayé avec la Corée du Nord. Bon, ça n'a rien donné au-delà de l'image. Oui, mais il essaye. Voilà, il veut essayer, et parfois ça peut-être marcher. C'est comme ça aussi qu'il avait réarmé l'armée ukrainienne. Il a fait les accords d'Abraham aussi. Il veut d'ailleurs les pousser. On n'en a pas parlé, mais avec l'Arabie Saoudite, il veut
veut que ça continue. Hein. Donc voilà, c'est un peu moins prévisible. On est un peu moins dans les standards de la diplomatie traditionnelle. Il y a des coups d'éclat, des coups de com', etc. On verra. Voilà, ça risque d'être mouvementé. En tout cas, oui, merci encore Nicolas Tenzer d'être venu sur ce plateau. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Notre guerre, le crime et l'oubli pour une pensée stratégique, qui est sorti aux éditions de l'Observatoire. Bruno, eh bien, on vous retrouve sur l'antenne de France 24. Christophe aussi, merci messieurs. On salue Stéphane Ballong et tous nos correspondants qui ont pris le temps de nous répondre ce matin. Tout de suite, le grand format de Parlons-en. Il nous ramène aux États-Unis. On se retrouve dans le journal de 11h. Pour le journal de 11h dans un quart d'heure. À tout à l'heure.